Vous êtes en doctorat ou docteur ou souhaitez vous lancer dans un parcours de recherche, restez avec nous aujourd'hui pour découvrir le portrait de Céline Ramsamy. Bienvenue dans cette causerie du parcours de doctorants et docteurs de l'Université numérique de La Réunion, de la collection Sciences et Société. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Ramsamy, docteure en histoire contemporaine de l'Université de La Réunion. Céline, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui, Aurélie. Eh bien, pour résumer mon parcours, j'ai obtenu un DEA de philosophie politique en 1989 à l'université de Nanterre Paris 10. Quelques années plus tard, j'ai exercé la fonction de chargée de recherche dans un cabinet de recrutement en ressources humaines. Et puis, c'est en revenant dans mon île en 2016 que j'ai dû me reconvertir dans l'enseignement avant de me lancer également dans la recherche en 2014 avec l'Université de La Réunion cette fois-ci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la recherche et comment avez-vous connu le doctorat ? Bien, j'ai connu le doctorat principalement par mes activités associatives, par lesquelles j'ai été amenée à être présentée à feu le professeur Michel Lachoumanin, qui était professeur des universités en sciences de l'éducation, responsable d'un laboratoire à l'Université de La Réunion, et qui donc, à son contact, m'a encouragée à poursuivre mes recherches dans la mesure où j'ai été également en contact avec des recherches dans le cadre international de colloques portant notamment sur les diasporas indiennes dans les anciennes colonies de La Réunion. Et donc c'est suite à ces différents échanges que j'ai été amenée à avoir à nouveau le déclic de la recherche. Alors, vous avez soutenu votre thèse en 2018. Pourriez-vous nous en dire davantage sur votre sujet d'étude ? Dans le cadre de cette thèse, j'ai été ravie dès le début puisque j'avais été très admirative des travaux de recherche du professeur Prosper Ève. J'avais lu ses travaux d'anthropologie notamment et donc je voulais poursuivre un peu dans cette direction et donc je l'ai faite sous sa direction et le titre de ma thèse était « Catholicisme et hindouisme populaire à l'île de La Réunion, milieu du 19e siècle, début du 20e siècle ». Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce sujet ? Alors pourquoi ce sujet ? Effectivement, c'est toujours intéressant de revenir un peu aux sources, aux origines de mon travail. Il se trouve qu'à partir de mes premières études en sciences humaines et de mon intérêt plus récent pour l'engagisme, je rappelle que donc l'engagisme, il s'agit de ce travail sous contrat qui a été largement employé et développé au milieu du 19e siècle après l'abolition de l'esclavage par les élites coloniales de La Réunion. Et donc, à partir de cette période, j'ai dégagé un champ nouveau qui était explorer l'histoire des Indiens, mais cette fois sous l'angle de la question religieuse. Alors, dans un premier temps, ma question de départ était d'étudier l'hindouisme réunionnais. Et donc, très rapidement a surgi une question qui était la pratique du catholicisme aussi chez les Indiens, qui était un sujet en fait à l'époque très sensible en raison de la thèse admise par tous, qui était celle d'une conversion massive de ces immigrants au XIXe siècle. Alors, j'ai souhaité en savoir plus et surtout, j'ai voulu mieux comprendre cette situation. Et donc cette problématique s'est polarisée sur deux questions qui m'ont servi de fil conducteur et qu'on peut voir ici. C'est que je me suis posé les questions suivantes. Est-ce qu'il y a eu réellement des conversions forcées au XIXe siècle et une répression de l'hindouisme, comme l'avait suggéré le seul article historique de l'époque qui était rédigé par l'historien Claude Prudhomme, plus précisément en 1986. Et question suivante, c'était dans ce cas, si ce n'était pas le cas, en fonction de mes résultats, pouvait-on éclairer, selon d'autres perspectives, cette familiarité des Indiens de La Réunion au culte catholique, ce qui donc induisait chez eux une pratique multiple en termes d'échanges.
Pourriez-vous nous en dire davantage sur la méthodologie employée dans ce projet de recherche ? Bien sûr. Alors, pour cette méthodologie, je me suis efforcée de lire avec beaucoup d'attention la presse, les témoignages archivistiques. J'ai examiné également et relu très très attentivement les sources qui appuyaient cette thèse de la répression, notamment les sources qui concernaient par exemple les processions de ces immigrants sur la voie publique à La Réunion. J'ai examiné les dates par exemple de la construction des temples qu'ils ont construits. Et je me suis également efforcée d'élargir mon échelle spatio-temporelle, c'est-à-dire que j'ai également recensé des faits religieux qui se sont déroulés également sur d'autres territoires comme le territoire d'origine de ces personnes, notamment donc l'Inde du XVIIIe et XIXe siècle, mais également j'ai examiné aussi la question à l'île Maurice par exemple, et j'ai mis en perspective l'histoire politique et religieuse. Alors, concernant vos résultats, qu'en est-il de la conversion massive des engagés et de la répression de l'hindouisme ? Alors, mes résultats sont allés dans le sens suivant, c'est qu'il s'agissait avant tout d'une question de faiblesse numérique dans la base argumentaire de l'historien de l'époque, Claude Prudhomme. J'ai pu me rendre compte que, par exemple, il y avait un manque très important de missionnaires qui ne pouvaient travailler avec des milliers d'engagés qui arrivaient à La Réunion. On sait par exemple que les engagés n'étaient pas arrivés également tous hindous. Et puis d'ailleurs, par ailleurs, la question est beaucoup plus complexe puisqu'il n'y avait pas d'hindouisme vraiment structuré comme maintenant. Et les pratiques étaient un peu multiples, diverses, s'agissant de couches populaires qui arrivaient à La Réunion. S'agissant également de mes résultats, je peux dire qu'il y a eu également la construction d'un discours idéologique, à savoir qu'il s'agissait à l'époque d'une politique de dénigrement de l'Église officielle qui était accusée de collusion avec l'anticommunisme du pape de l'époque. En effet, l'Église officielle de La Réunion, en respectant à la lettre les directives papales de l'époque, déclarait à cette époque le communisme comme aggravant les conflits sociaux, ce qui fait que durant la décennie 1970-1980, cette période a été marquée par des tensions très importantes qui sont restées dans les mémoires populaires d'ailleurs, entre le Parti communiste réunionnais et l'Église, qui à cette époque était donc accusée de collaborer avec le pouvoir central et de réprimer donc l'expression de ces cultes dits minoritaires. Est-ce que la posture de l'Église a-t-elle été pour vous uniforme à cette époque ? Alors, d'une part, qu'il s'agisse de l'Inde ou de La Réunion, les missionnaires et le clergé, qui étaient fidèles à l'enclésique Syllabus Pie IX, estimaient à l'époque délivrer la vraie religion. C'est-à-dire que on voit que les missionnaires de La Réunion, par exemple, emploient encore des termes stigmatisants comme païens, j'ouvre les guillemets, ou infidèles d'eux-mêmes. Et donc, on peut considérer que oui, il s'agissait d'une posture ambivalente, puisque à la fois, il y avait quand même des formes de stigmatisation dans l'emploi du langage de l'époque, mais d'un autre côté, j'ai pu mettre en relief le fait qu'au début du XXe siècle, l'Église a également tenté de préserver une minorité indo-catholique qui était encore attachée à des rites spécifiques de leur caste, et les prêtres sont demeurés très actifs dans l'accès à l'éducation, par exemple, ou au bien-être de ces personnes qu'ils considéraient d'un même côté comme, entre guillemets, infidèles ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, païens. Donc, posture ambivalente, mais globalement, ce que j'ai pu mettre en exergue, c'est qu'il n'y a pas eu de processus généralisé de répression et qu'il n'y a eu en tout cas aucun mot d'ordre de l'Église officielle allant dans le sens d'inciter des prêtres à convertir des Indiens. En conclusion, qu'est-ce que tes recherches ont pu démontrer en termes d'implantation de l'hindouisme sur le territoire rayonnais ?
Alors, toujours concernant ces résultats, effectivement, j'ai pu montrer que, à contrario de ce schéma binaire dominé-dominant, qui émergeait dans la décennie 1980, mes recherches ont plutôt montré des pratiques hindoues qui étaient implantées, intégrées dans les mœurs et certes parfois présentées par des termes peu flatteurs et intolérants par la classe dominante, mais faisant rarement face à des oppositions ouvertes. Ce que j'ai pu montrer également, cette période coïncide par ailleurs avec la montée, au contraire, des idées républicaines en France. Là, vous avez par exemple à l'image du martyre d'un évêque durant la semaine sanglante sous la Commune, avec l'expulsion des jésuites et également l'exécution de Monseigneur Darbois en 1870 à Paris, par exemple. Donc on voit bien que d'un côté, dans l'Hexagone, c'est la montée des idées républicaines avec la répression plutôt de l'Église, comme on le voit à l'image. Et de l'autre côté, dans les colonies, on voit cette montée justement de la laïcité, puisque c'est à cette période que les Indiens, bien au contraire, ont été autorisés à construire leur premier temple. Et donc, on sait que ce processus de laïcisation a abouti à la séparation de l'Église et de l'État, et que donc la place de l'Église, que le sens commun représente en général large et dominante, s'est révélée en fait extrêmement fragilisée à la fin du XIXe siècle en raison de ce processus de sécularisation. Et donc les engagés indiens étaient au contraire des travailleurs libres, comme les engagés chinois ou africains d'ailleurs, qui ont profité de cette période pour ouvrir la voie de la laïcité et telle qu'elle s'est diffusée dans les colonies et en France. Quel témoignage a-t-on des pratiques hindouistes les plus visibles ? Merci Aurélie de me poser cette question, puisque là tu touches à un des aspects qui m'a le plus intéressée durant mes recherches. C'est qu'en fait j'ai découvert que les témoignages sur le culte le plus visible a été en fait cette procession spectaculaire qu'était le Yamsé ou Muharram, qui est un culte en fait apporté par les marins lascars au XVIIIe siècle, qui était une population plutôt flottante, arrivant de l'Inde du Sud, mais également du Nord, en majorité musulmans. Et donc, il s'agissait de commémorer la mort de l'imam Hussein durant la bataille de Karbala en 680, dans la région de l'Irak. Et donc cette commémoration se déroulait bien à La Réunion, comme dans l'ensemble des colonies, comme en Inde également, et elle se déroulait avec l'ensemble des engagés indiens, qu'ils soient hindous ou musulmans. Cette commémoration était un moment de ferveur commune, ce qui était extrêmement intéressant à découvrir, parce que cela apporte une lueur nouvelle sur l'ouverture et l'esprit de solidarité également des immigrants durant l'engagisme. Alors cette composante musulmane était mineure en nombre, mais elle a été rendue visible dans l'espace public par la participation de l'ensemble des Indiens hindouistes. Je te remercie. Quelles sont les conclusions et les perspectives de ton sujet de thèse ? Eh bien, les conclusions sont allées dans le sens que, en fait, ce qu'on appelle ici la double pratique chez les descendants d'immigrants indiens est un processus multifactoriel qui part de l'Inde et qui arrive à La Réunion. On a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette situation. C'est que d'abord, on part très loin dans le temps puisqu'on remonte à la période antique et on sait qu'en Inde, nous avons eu le passage de l'apôtre saint Thomas dans la région de Travancore entre 52 vers l'année 52 avant Jésus-Christ, et cette présence de saint Thomas, l'un des apôtres de Jésus, dans le sud de l'Inde, a imprégné, si tu veux, largement tout le sous-continent indien, en fait. Donc les Indiens du Sud sont fortement attachés au catholicisme, et même s'ils sont hindous, même actuellement en Inde, je me suis rendue récemment dans cette région, même s'ils sont hindous, ils sont tous très respectueux du catholicisme. En fait, j'ai pu
pu également mettre en relief qu'il y avait des formes d'accommodation des pratiques des missionnaires jésuites qui sont arrivés en Inde au rite malabar, entre guillemets, au XVIIIe siècle, et cela dans le prolongement des pratiques du XIXe siècle. C'est-à-dire que j'ai pu découvrir dans mes recherches que des missionnaires se sont rendus dans les villages indiens du sud de l'Inde et qu'ils étaient au contact des populations les plus défavorisées, notamment les hors castes, ce qu'on appelle les intouchables. Cette population a été largement concernés par des conversions depuis l'Inde, en fait, dans leur village. Et cela a fait que lorsque certains arrivaient dans les colonies, ils n'avaient pas la posture de défiance par rapport à l'Église. Au contraire, ils connaissaient déjà. Donc, autre facteur, on a pu observer également que le catholicisme était aussi un moyen d'émancipation des contraintes qui étaient liées aux castes en Inde, notamment les castes les plus défavorisées, qui pouvaient sortir de la répression, au contraire, qu'ils subissaient de la part des hautes castes. Donc, renversement des valeurs, le catholicisme devient un facteur d'émancipation plutôt et d'égalité à cette période. Et donc, en conclusion, on va dire qu'il y a eu des porosités de pratiques, des allers-retours liés aux contingences du vécu. On sait par exemple, même jusqu'à présent, qu'à l'île de la Réunion, les gens sont très croyants et en fonction des maladies auxquelles ils sont confrontés, de la mort, des problèmes divers qu'ils peuvent avoir, ils vont aller vers une religion, aller vers l'autre, repasser, etc. C'est quelque chose de très mobile et donc autant les populations sont mouvantes, autant les pratiques également peuvent ne pas se situer dans une perspective homogène, mais être toujours dans un champ plutôt mobile, mouvant. Autre facteur ayant contribué à la situation que j'ai pu observer, comme on le voit sur le slide, on sait que à l'île de la Réunion, il y a eu une adoption des coutumes locales par les engagés qui donc étaient sensibilisés aux habitudes européennes depuis les comptoirs français. On a par exemple des témoignages de missionnaires qui, depuis le 18e, disaient qu'il existait une caste déjà de parias, de domestiques également, qui étaient habitués à travailler chez les colons européens et donc on envoyait plus facilement ces personnes dans les colonies parce que les hautes castes considéraient comme dégradant de se rendre dans les colonies et donc c'était surtout les couches les plus basses, les plus défavorisées qui partaient. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient tous de cette catégorie sociale, on est bien d'accord, hein. Il y a eu une grande diversité, mais la majorité provenait quand même des castes les plus défavorisées. Autre question très importante, c'était le déséquilibre des hommes et des femmes et donc des conséquences sur la mixité, sur les métissages, la créolisation. On sait que dans les camps d'engagés, il y a eu à peu près 10%, parfois moins de femmes. Et donc, ce déséquilibre a contribué au fait que les hommes engagés prenaient des concubines ou des femmes d'autres ethnies ou d'autres catégories sociales et qui fait que très vite, on a eu un phénomène de métissage, de mixité qu'il ne faut absolument pas nier et qui font partie, on va dire, de l'ADN de la Réunion. Et par ailleurs, dernier facteur, je pense que la minorité catholique indienne qui était bien présente et qui avait des rites bien spécifiques au début du XXe siècle, elle s'est plus ou moins absorbée par la masse des descendants qui étaient à la fois engagés, qui étaient également hindous et catholiques. Et donc, il n'y a plus vraiment de traces de cette présence, de cette minorité. Juste parfois, on rencontre quand même des personnes qui expliquent qu'ils sont exclusivement catholiques. Voilà. Oui. Dans quel champ se situe ta thèse ? Alors je pense qu'on peut considérer que ma thèse se situe plutôt dans le champ de l'histoire religieuse, mais elle fait aussi apparaître des pratiques, des modes de pensée, les modes de pensée des personnages secondaires sur lesquels d'autres historiens ne se sont pas forcément penchés, et en ce sens, elle peut être attachée à ce qu'on appelle les subaltern studies. Y a-t-il eu un moment décisif dont vous souhaiteriez nous faire part ? Alors, il y a eu beaucoup de moments importants, bien sûr, mais si je devais en choisir un, par exemple, je parlerai de ma rencontre avec un monsieur mauricien qui est décédé malheureusement maintenant, qui s'appelle Marcel Charoyama
Et donc, c'est une personne que j'ai rencontrée durant un colloque sur les Tamouls de l'océan Indien. Et cette personne a présenté quelque chose sur les Tamouls catholiques de Maurice. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'ai découvert effectivement que les Tamouls pouvaient être aussi catholiques, avoir des rites qui ressemblent aux rites hindous, mais qui en fait sont rattachés au catholicisme. Et donc cela m'a ouvert un peu des perspectives concernant la situation des Réunionnais eux-mêmes. Que retiendrez-vous de cette thèse et en quoi vos travaux vous servent-ils actuellement dans votre carrière professionnelle ? Alors on peut dire que j'en retire un profond intérêt pour tout ce qui concerne les échanges culturels, pour l'exploration de l'histoire des mentalités, mais toutefois je vais dire que je mesure un petit peu les difficultés à faire évoluer des représentations auprès du grand public et même parfois auprès des intermédiaires, c'est-à-dire des responsables religieux qui vont rester quand même sur les positions de base et qui se servent parfois s'appuient plutôt sur les réseaux sociaux ou des réseaux peu fiables pour diffuser des idées plutôt allant dans le sens de l'iconoclasme et qui vont à l'encontre de la diversité réelle des pratiques sociales. Alors, comment avez-vous été amené à réaliser des recherches ? Qu'est-ce qui vous a réellement donné envie de faire de la recherche ? Alors, comme je te l'avais mentionné au début de notre entretien, ce sont principalement des contacts avec les chercheurs de l'océan Indien et la découverte du fait qu'il y avait de nouveaux champs à explorer et qu'il y avait encore des créneaux concernant l'engagisme qui restaient peu diffusés ou peu connus. Et donc, c'est surtout tout est dans la vie, je trouve que souvent, ce sont des contacts avec les personnes qui vont créer des opportunités et donc ça a été un peu le cas pour moi. La relation humaine et le réseau, bien sûr. Exactement. Quelles ont été les difficultés rencontrées durant cette expérience de doctorat et comment les avez-vous surmontées ? Alors c'est une question qui peut être utile aux doctorants actuels. Alors comme je travaillais déjà dans l'enseignement, en fait, il s'est avéré extrêmement compliqué de dégager du temps pour la recherche. Et donc je l'ai fait parfois au prix d'un grand nombre de sacrifices, notamment en prenant des temps partiels, des congés formation. Et je vais dire qu'il n'a pas été simple du tout d'expliquer souvent à ma hiérarchie que je me consacrais à des recherches en même temps que mon métier d'enseignant. Et donc, on sait que souvent, dans le second degré notamment, les responsables estiment qu'on doit se consacrer exclusivement aux aux élèves et ne rien faire d'autre. Et donc, mener un travail parallèle était plutôt perçu négativement quand cela ne suscitait pas parfois des réactions assez hostiles. Alors, d'autre part, arriver sur des champs de recherche aussi spécifiques que l'engagisme n'était pas de nature non plus à rassurer mes prédécesseurs, ce qui fait que certaines personnes ont pu percevoir les choses en termes de rivalité, ce qui est fort dommage puisque nous avons tous des angles et des perspectives différentes, comme on le sait dans la recherche. Et je terminerai également sur le fait que être femme dans la recherche est également extrêmement compliqué puisque nous sommes souvent exposés à des réactions de suspicion, de défiance, même parfois concernant nos recherches, qui souvent sont considérées de manière un peu moins valorisante que les recherches menées par des hommes, surtout si ça a été fait exclusivement par des hommes avant. Et donc j'ai pu surmonter tout cela, on va dire en restant moi-même, en croyant à ma thèse et à mes recherches et à mon travail, et également en faisant mes preuves en termes d'organisation d'événements scientifiques comme des colloques internationaux, des séminaires, des tables rondes que j'ai menés durant plusieurs années et que je continue d'ailleurs. Oui, avec brio. Est-ce que vous avez bénéficié de formations ou d'accompagnement spécifiques durant votre doctorat ?
Oui, bien sûr, j'ai pu bénéficier de formations via la bibliothèque universitaire de l'Université de La Réunion et de l'école doctorale. J'ai été membre de l'ADDR, donc l'association des docteurs et doctorants de La Réunion. Et par ailleurs, en tant que présidente d'association moi-même, j'ai organisé des colloques, dont un colloque international en 2019, 2023 également, ce qui m'a permis de fédérer un certain nombre de chercheurs de l'océan Indien sur lesquels je m'appuie pour mes activités. Alors, est-ce que votre thèse a été ou est un atout pour l'évolution de votre carrière ? Alors, comme j'avais dit, m'étant déjà engagée tardivement dans l'enseignement supérieur et arrivée très tardivement dans la recherche, je bénéficiais déjà d'un certain cadre de travail qui me convenait, notamment pour continuer mes activités d'édition et d'organisation d'événements. Mais je pense que mon profil a pu être intéressant lorsqu'il s'est agi d'accéder, par exemple, au poste de responsable culture au sein de la Ligue de l'enseignement que j'ai occupé durant 2 ans avant de retourner à l'éducation nationale en complétant mon service par des heures de vacation à l'Université de La Réunion, ce qui me convient très bien. Actuellement, par exemple, je complète un cours de socio-histoire sur le campus sud basé sur mes recherches sur le culte de la Salette et le livre que j'ai coécrit avec Jeanne-Emmanuel Monnier, Soigner, prier, s'adapter, La Réunion face au choléra de 1859, qui a été publié aux presses universitaires indiano-océaniques en 2020. Donc, pour répondre à la question de la thèse, est-ce qu'elle a été un atout en soi ? Je vais dire que cette thèse, elle m'a donné une certaine crédibilité pour mener à bien certains projets, notamment auprès des institutions comme la région, la DAC, les universités extérieures, etc. Comment votre doctorat vous sert-il dans votre pratique professionnelle ? Alors, je vais dire que ce doctorat me sert de manière parfois indirecte à travers des projets culturels que j'ai pu mener, comme l'organisation de la venue du prix Nobel de littérature Jean-Marie Leclésio en 2014, puisque avec une équipe, j'ai pu l'inviter à se rendre au lycée Vubel. J'ai pu également on va dire, m'appuyer sur ma position de chercheuse pour proposer la pose de la statue en bronze de la poétesse Célimène Gaudieu, qui est d'ailleurs ton ancêtre, Aurélie. Et donc, j'étais ravie de cet événement puisque j'ai vu que par la suite, il y a d'autres bustes qui ont été posés dans d'autres établissements scolaires du second degré. Je pense par exemple à Edmond Albus qui a été posé au port, à Joseph Hubert qui a été posé dans un autre collège et également celui du capitaine Dimitile, posé par l'artiste Nelson Boyer. C'était pour moi des moments intéressants de m'appuyer sur mes recherches pour avancer sur ces projets liés à mon environnement professionnel. Comment votre statut de docteur est-il perçu dans votre environnement professionnel actuel ? Alors je pense que ce statut est perçu plutôt positivement par mes collègues de l'Éducation nationale qui ont eu l'occasion de travailler avec moi et qui me considèrent un peu comme une référence parfois lorsqu'ils ont des questions à poser sur le patrimoine réunionnais par exemple, on m'écoute volontiers et là où je suis très contente c'est que ce travail inspire parfois d'autres collègues à se lancer dans des travaux d'écriture et même à des recherches, ce qui me fait énormément plaisir car ce qui me stimule avant tout c'est de pouvoir partager ces recherches. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de collaborer avec les écoles doctorales ? Malheureusement, j'ai eu très peu d'occasion de collaborer avec l'école doctorale, ce que je regrette, mais cela a été compensé par mes multiples collaborations au niveau international qui m'ont bien occupée durant des années et qui se poursuivent encore. Avez-vous eu des collaborations avec les laboratoires de l'établissement ? Alors, non, je n'ai jamais collaboré avec un seul laboratoire de l'Université de La Réunion, si ce n'est au tout début de mes recherches avec Michel Lachoumanin.
lorsque celui-ci était encore là, mais j'en profite pour lui rendre hommage d'ailleurs. Ce qu'il se passe, c'est que j'ai beaucoup appris de cette personne qui était extrêmement généreuse et soucieuse de faire évoluer les nouvelles générations de chercheurs travaillant sur l'océan Indien. J'ai beaucoup appris de lui, rigueur, professionnalisme et distanciation. Alors, est-ce que vous avez travaillé ou travaillez toujours avec des chercheurs, que ce soit de la communauté nationale ou internationale? Oui, je collabore avec d'autres chercheurs au niveau international à travers des publications notamment et la participation de colloques. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de publications, s'il vous plaît? Alors, il y en a eu beaucoup, mais si je pouvais en citer quelques-unes, effectivement, j'ai publié un chapitre dans un ouvrage qui s'appelle The Tamil Indian of Réunion, An Important Facet of French Diversity in Indian Ocean, et c'était publié dans un ouvrage qui s'appelle en français À la recherche de nos ancêtres, une perspective historique et une présentation des Tamouls indiens et de leur migration à Maurice et de leurs descendants. Ça, c'était en 2022. J'ai également contribué à travers un chapitre qui s'intitulait Réunion My Island, dans l'ouvrage qui s'appelait Girmitia, The Making of Their Memories Keepers from the Indian Indentured Diaspora. Et ce livre était coordonné par le très éminent et feu professeur Bridge Vilash Lal, qui était un historien indo-fidjien. Et ce livre a été publié à New Delhi aux éditions Primus Book en 2022. Autre publication, j'ai également publié un chapitre qui s'appelle The Tenacity and Resurgence of Tamil Culture and Heritage in Réunion Island. Et cet article avait été coécrit avec ma collègue Sangari Ananda Nadaraja dans un ouvrage qui s'appelle Tamil Diaspora Intersectionality of Migration, Religion, Language and Culture, qui s'est faite sous la direction de Peter Vetanaya Gamoni, qui était professeur de la Modern Church History et de l'école luthérienne de théologie de Chicago. Enfin, si je devais encore parler d'un article, j'ai fourni un chapitre qui s'appelle Culte des saints et mémoire de la migration chez les originaires de l'Inde et de l'île de la Réunion dans la revue Karaiveti, volume 2, qui était publié par le département des études françaises de l'université de Bénarès en Inde en 2019. Avez-vous participé à des forums ou des séminaires? Oui, bien sûr. J'ai pu... Je suis régulièrement sollicitée pour participer à des séminaires et des colloques. Si je devais en citer quelques-unes, les plus récentes, on va dire, c'est qu'en août 2023, j'ai organisé moi-même avec mon association qui s'appelle Terre Bagnan, un colloque international intitulé Dire langagisme dans l'océan Indien, : histoire, circulation, pluralité. Cet événement s'est déroulé à l'espace Simon Def en août 2023 en partenariat avec la région Réunion et la ville de Saint-Paul et a donné lieu à une publication qui est sortie récemment, il y a moins de 6 mois. En mars 2024, j'ai participé également au colloque international interculturel Guerre et Paix, organisé en présence du prix Nobel de littérature Jean-Marie Leclésio et qui était organisé par la Fondation pour l'interculturel et la paix, et ça s'est déroulé à l'île Maurice. En août 2024, récemment, donc, là, j'étais également ravie de porter ma contribution à l'association Aujourd'hui les Citoyennes qui m'a demandé de participer en contribuant sur le thème « La Réunion est-elle un territoire international ?» Et donc, ça s'est passé à Saint-Denis. En 2024, donc, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai pu également contribuer dans le séminaire « Face aux risques, ensemble nous les parer » qui était organisé par l'Association française pour la prévention des catastrophes
catastrophes naturelles et technologiques, puisque je m'intéresse également au phénomène de changement climatique et j'avais organisé en 2021 une journée de rencontres également au musée Stella Matutina sur la question de l'avenir de la canne à sucre et du développement des cultures vivrières à La Réunion dans le cadre du changement climatique. De belles publications et de beaux séminaires, hein. Qu'est-ce que votre engagement au sein de la recherche vous a-t-il personnellement apporté ? Alors, je devrais dire en fait que cet engagement et l'ensemble de ce travail m'apportent une certaine crédibilité pour intervenir justement dans tout ce qui concerne conférences, colloques et la sollicitation de soutien. Également, je dispose d'un réseau que j'estime intéressant dans l'océan Indien qui me permet d'intervenir dans différentes parties du monde. Et on va dire que cela m'a apporté également des savoir-faire en termes d'expression orale, d'organisation événementielle et également dans le travail de publication. Alors, quels impacts concrets avez-vous pu observer grâce aux actions de recherche à La Réunion ? Alors, grâce aux actions de recherche, les impacts ont été d'abord des contributions à faire avancer la recherche, des stimulations et évolutions des mentalités à partir de mes interventions. J'ai eu souvent des étudiants, des jeunes qui sont venus me voir pour me dire que mes recherches leur révélaient des choses qu'ils ne connaissaient pas sur leur histoire, et également stimulation dans le sens où des personnes qui travaillaient avec moi dans le milieu associatif, je pense notamment à ma collègue Sheila Narayanan, qui était vice-présidente de mon association depuis de longues années. Elle vient de soutenir sa thèse sur le thème des femmes engagées indiennes à l'île de la Réunion. Et tout cela fait partie d'un tout. Si vous voulez, c'est des collaborations, c'est une forme de stimulation, parfois aussi entre partenaires de recherche. Et donc, j'ai pu observer également un phénomène de cohésion sociale à travers l'intérêt du public à mieux comprendre l'histoire des migrations lors des colloques et des publications. Et c'est un des points qui qui me touche le plus, c'est ce phénomène de transmission où je constate qu'il y a encore beaucoup de besoins au niveau des nouvelles générations de connaître leur histoire, de connaître des pans peu diffusés de l'histoire. Et voilà, et c'est cet aspect-là qui particulièrement me touche le plus et fait que je continue malgré tout à avancer, malgré les obstacles qui parfois peuvent se poser. Voilà. Donc une bonne diffusion de vos recherches et aussi vous avez suscité des vocations, si je comprends bien. Alors, quels sont selon vous les freins encore existants à la valorisation du doctorat, que ce soit dans le domaine académique ou hors académique ? D'accord. Alors je pense malheureusement, on est dans des questions de politique budgétaire peut-être ou idéologique, mais en tout cas je constate qu'il y a quand même un manque d'ouverture de postes liés directement aux recherches en sciences humaines, directement liés à la question de l'engagisme et de l'esclavage dans l'océan Indien. Et je constate qu'il y a également une carence en termes d'outils de diffusion de recherche des nouveaux chercheurs qui doivent se débrouiller un peu seuls en fait à la fin de leur thèse pour se faire connaître et même pour trouver des missions intéressantes en lien avec leur recherche. Ces personnes ont passé des années à se consacrer à des thèmes passionnants qui peuvent être mis en valeur dans des projets patrimoniaux réunionnais et malheureusement ces jeunes chercheurs tombent dans l'invisibilité, leur voix n'est pas portée à un niveau plus important et je trouve ça fort dommage. Et donc il y a quand même des difficultés pour ces nouveaux chercheurs à s'impliquer et à mettre en place des projets qui peuvent vraiment valoriser leur recherche. Alors, comment voyez-vous le futur de la recherche et de vos recherches ? Alors, globalement, on constate que la recherche en sciences humaines bénéficie, hélas, de moins en moins de crédits et qu'elle est même menacée. Elle reste possible, malheureusement, pour celles et ceux qui disposent de ressources annexes qui leur permettent de vivre tout en poursuivant leur recherche, ce qui malheureusement n'est pas à la portée de toutes et de tous. Et me concernant, je dois encore publier des parties de ma thèse et j'ai des sollicitations de collaboration donc que je pourrai continuer bien sûr dans un avenir proche.
Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait se lancer dans un projet de recherche ? Alors, je conseillerais à ces personnes de bien mesurer les conséquences d'un travail de thèse qui est extrêmement chronophage, de vérifier l'adhésion de leur entourage direct dont le soutien reste primordial, bien que dans les faits, on se rende compte que si la personne est vraiment passionnée, elle arrive à négocier tous ces aspects. Je conseillerais aux nouveaux chercheurs de croire avant tout en leur projet, de ne pas s'isoler et de participer le plus possible dès le début de leur recherche à des événements extérieurs qui permettent de diminuer ces phénomènes d'isolement qui vont contribuer au découragement et au phénomène qu'on connaît bien de solitude du chercheur. Et donc, d'autant plus que la participation à ces colloques ou à ces événements va permettre aux jeunes chercheurs de se créer très rapidement un nouveau réseau. Cet échange arrive maintenant à sa fin. Merci infiniment Céline Ramsamy pour les clés sur votre parcours de recherche. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro des causeries Parcours de docteurs et de doctorants.